Covid, guerre en Ukraine, politique internationale, nous avons vu juste. Alors que le système en place voit le pouvoir lui échapper et tente donc, par tous les moyens, y compris bancaires, de nous mettre des bâtons dans les roues, notre génération, loin d'être dans une posture de commentateur du déclin, est une jeunesse positive, ouverte sur le monde. Nous et vous, téléspectateurs de TVL, sommes en première ligne pour reprendre le pouvoir qui nous appartient. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin de vous. Pour accroître notre puissance, dès maintenant, faites un don à TVL. Protégez et investissez dans une information libre et sérieuse. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Zoom aujourd'hui en compagnie de Patricia Chagnon. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Patricia Chagnon, vous avez suivi des études de linguistique en langue arabe à l'université d'Amsterdam. Vous avez ensuite poursuivi votre formation et travaillé à Khartoum, au Soudan, où vous avez assisté à la proclamation de la loi islamique et où vous serez arrêté par les autorités. Vous irez ensuite travailler en Indonésie, où vous assistez là aussi à la montée de l'islam rigoriste. Après votre retour en France, vous faites un passage dans le secteur du tourisme, puis vous vous lancerez en politique comme conseillère municipale d'Abbeville, conseillère régionale des Hauts-de-France et enfin députée au Parlement européen. Et vous publiez cet ouvrage que voici, que vous pourrez retrouver sur le site de Patricia Chagnon, Qatar Gate, le résultat de 20 ans d'ingérence, de complaisance idéologique et financière, une étape dans la stratégie d'implantation de l'islam rigoriste en Europe. Alors, avant d'évoquer votre ouvrage à proprement parler, Patricia Chagnon, j'aimerais qu'on évoque ce rapport qui est passé entre les mains de l'exécutif français il y a peu, notamment entre les mains du ministre de l'Intérieur qui portait sur l'entrisme des frères musulmans, de cette organisation Frères musulmans en France et dont la publication a d'ailleurs beaucoup déplu au président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a pu autant déplaire au chef de l'État ? Moi, je pense que ce qui a autant déplu au chef de l'État, c'est qu'en fait, ils savent très bien ce qui est en train de se passer en France et en Europe en matière d'infiltration des réseaux islamistes, des frères musulmans, partout dans les administrations, dans la culture, dans les services publics, dans les syndicats, dans les partis politiques. Et je pense que la vérité est parfois dure à entendre. Donc je pense que ce rapport a mis son doigt sur des éléments qui, de toute évidence, devraient être connus depuis longtemps. Et moi, j'ai du mal à croire que nos décideurs ne sont pas au courant. Je pense plutôt qu'ils se voient la face où il y a des accords tacites pour ne pas trop, en fait, en parler. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est un dilemme. Les Français qui ont entendu parler de ce rapport, ceux qui ont lu ce rapport, s'indignent de façon tout à fait normale en disant mais qu'est-ce qu'on a laissé avancer l'islamisme, l'islam radical, l'islam très conservatrice dans notre pays. Qu'est-ce qui est arrivé? Et il y a 15 ans, on nous disait mais non, c'est rien, c'est trop tôt, on faisait sortir l'islam des caves, on allait faire des mosquées. 2008, président Sarkozy. Et en fait, on s'est trouvé avec des mosquées complètement radicalisées. On s'est trouvé avec des centres culturels où on apprend aux enfants, aux jeunes petits-enfants français, le Coran de façon intégriste, où on enseigne l'arabe religieuse, où on récite des surahs et des phrases du Coran. Enfin, tout ça, il n'y a pas un Français qui va croire que nos dirigeants n'ont rien vu venir. Et je pense que ça a été extrêmement gênant et tout à fait normal, tout à fait gênant pour ceux qui sont aux manettes, bien évidemment. Alors, ce fameux Qatar Gate sur lequel vous avez enquêté, Patricia Chagnon, rappelons ce que c'est, une affaire de corruption révélée en 2022 entre la pétromonarchie du Golfe et certains députés socialistes du Parlement européen. Vous dites qu'il s'agit de l'application pratique de la stratégie de Doha, document adopté en 2000 par 54 pays musulmans. Quel en est l'objectif ?
Alors, on retourne un peu dans l'histoire. Quand il y a eu ce scandale de corruption qui a explosé au Parlement européen, j'y étais. Et j'étais d'abord très surprise que les gens étaient surpris. Pour moi, ce n'était pas du tout une surprise de voir cette corruption au sein des institutions européennes. Pourquoi ce n'était pas une surprise? Parce qu'on a déjà vu des signes de corruption, des signes de générosité du chéquier du Qatar, qui a acheté beaucoup de faveurs déjà en France, où nous sommes au courant. Donc, quand je disais, mais non, mais c'est pas surprenant, en fait. Oui, les journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno avaient déjà sorti un ouvrage sur le sujet. Exactement, en 2019, je crois, leur livre qui montrait qu'à travers de ONG, le Qatar finançait des mosquées radicales, etc., payer des projets municipaux. C'était pas surprenant. Offrait des beaux cadeaux aux élus de la République. Oui. Il y avait même des histoires, genre au niveau du montre, on voit quelle est l'importance des affinités que vous avez construites avec le régime qatari. Et sans parler, bien sûr, de l'achat du PSG, l'octroi du Coupe du Monde, enfin, tout ce genre de choses. Il y a une convergence, sans bien sûr accuser, ce sont des affaires qui sont partiellement devant la justice, donc je n'accuse rien tant que la justice ne s'est pas prononcée, mais effectivement, ces affaires ont relevé quand même beaucoup d'irrégularités, et à ma connaissance, le livre Qatargate, les auteurs n'ont jamais été inquiétés en justice. Donc, Cette stratégie de Doha, Patricia Chagnon, vous la résumez ainsi: favoriser et consolider l'influence des communautés musulmanes dans les sociétés occidentales. Ce n'est pas d'ailleurs vous qui résumez cela ainsi, mais c'est écrit noir sur blanc dans ce document Stratégie de Doha. Oui, tout à fait. Jusqu'en 2000, l'ISESCO, qui est en fait l'UNESCO du monde arabe, avait comme vocation d'aider les populations défavorisées au sein du monde arabe. Donc, à travers de l'éducation, des programmes sanitaires, l'éducation des jeunes mamans, etc. Et à partir de 2000, il y a eu un changement brutal et profond dans les vocations de cette organisation, donc l'UNESCO du monde musulman, l'ISESCO. L'ISESCO a fait voter par 54 pays musulmans en 2000, que dorénavant, leur objectif était de se concentrer à aider les populations musulmanes à l'extérieur du monde arabe. Et plus du monde musulman. Du monde musulman et du monde arabe, et particulièrement en Occident. Donc, en fait, ils se sont dit... ceux qui sont vraiment en détresse aujourd'hui, ce ne sont plus les populations défavorisées au sein du monde musulman, ce sont les populations déplacées, immigrées en Europe et en Occident, qui ont besoin de nous pour retrouver le vrai islam, ne pas perdre leur lien avec leur culture d'origine et de pouvoir avoir un encadrement législatif dans les pays d'adoption qui leur permet de vivre leur foi musulmane pleinement. Mais attention, ce n'est pas je vis ma foi musulmane comme j'ai des amis en Tunisie et au Maroc ou en Égypte qui sont musulmans et qui la vivent de façon non ostentatoire chez eux. L'ISESCO a bien fait attention de commencer leur charte, leur protocole, en définissant ce qu'était cet islam. Et cet islam sur lequel ils disent c'est cet islam qu'il va falloir qu'on réapprend à la diaspora musulmane, c'est cet islam qu'il va falloir qu'on réapprend aux enfants. Il s'agit d'un islam extrêmement conservatrice, extrêmement rigoriste. Alors si je peux enchaîner tout de suite, comment en fait l'islam rigoriste d'un côté et le Qatar de l'autre côté se sont retrouvés. En 2000, c'était le moment où la famille de l'émir du Qatar est arrivée au pouvoir dans les années 70. Et en fait, personne ne connaissait le Qatar. C'était un tout petit pays qui pesait rien du tout dans le monde musulman et même en Occident, on n'avait jamais entendu parler. On se dit d'ailleurs que c'est l'émir du Qatar à l'époque qui, quand il est arrivé à un aéroport avec son passeport, un jour un douanier lui a dit « mais c'est où ce pays ?» et que ça l'a vexé en disant « mais je vais m'imposer non seulement dans le monde arabe, mais également en Occident ».
Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ces pays, ils sont plus riches que le bon Dieu. Et ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont de l'argent à ne plus, sans compter. Et il s'est dit, voilà, je vais devenir en fait le capital de la diaspora musulmane, de ce pays flou qui existe en Europe et en Occident. Moi, avec mon argent, je vais m'acheter la possibilité de devenir le référent en fait de cette diaspora musulmane en Occident. Justement, le Qatar est à l'origine de ce document qu'on vient d'évoquer, Stratégie de Doha. Le pays, le Qatar, a été accusé par l'Arabie Saoudite notamment et les Émirats Arabes Unis pour sa proximité avec l'organisation Frères musulmans. Alors sur quoi repose cette accusation ? Cette accusation repose tout simplement qu'ils ont accueilli des frères musulmans qui ont fui l'Égypte, l'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans où les frères musulmans depuis très longtemps, en Égypte notamment, sont déclarés organisations terroristes et sont interdits par la loi. Le Qatar a toujours grand ouvert les bras à ces organisations. Ces gens-là, les leaders, se promenaient librement dans la rue avec leur compte en banque, etc. Donc bien évidemment, l'Arabie Saoudite qui voit d'un très mauvais œil, en fait, les frères musulmans. La Russie et la Chine, d'ailleurs, aussi ont classé cette organisation Frères musulmans parmi les organisations terroristes. Bien sûr, bien évidemment. Même si, bien évidemment, quand on parle de frères musulmans, je pense qu'il ne faut pas qu'on se focalise trop sur le nom, en fait, des frères musulmans, qui sont effectivement au cœur de la pensée islamiste, tel qu'il est le plus connu. Mais ce n'est pas la seule branche de l'islam très conservatrice. L'islam conservatrice est assez multiforme en fait, vous voyez, et en fonction des rapports de pouvoir, les financements, c'est plutôt, avant le Qatar, c'était l'Arabie Saoudite en fait qui menait la danse en fait sur un conservatisme islamiste, mais l'Arabie Saoudite s'est toujours limitée à un islam chez eux, n'a pas eu cette vocation impérialiste. Le Qatar a bien compris que pour eux, c'était une façon de s'imposer comme je le disais tout à l'heure, comme capitale en fait d'une diaspora musulmane en Occident, pour lesquelles cette charte dit il faut qu'on la ramène au bercail pour plus tard offrir une alternative à cette civilisation décadente occidentale qu'on va essayer d'acquérir par nos valeurs. Vous qualifiez la doctrine de cette organisation Frères musulmans de rigoriste, de traditionnelle, c'est l'islam traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la doctrine des Frères musulmans, leur stratégie, leurs objectifs ? Alors, les frères musulmans, c'est début du siècle en Égypte. Ils sont nés en Égypte, ils ont été créés en Égypte. Et en fait, c'était l'époque de la construction du canal de Suez. Il y avait encore les Anglais qui étaient là. Et en fait, ils se sont fondés sur deux choses. D'abord, cette notion de revenir à un islam beaucoup plus traditionnel, parce qu'il se voyait qu'à travers de l'Angleterre, à travers des contacts avec l'Occident, les populations étaient en train de s'émanciper. D'ailleurs, pour l'anecdote, les années 80, quand j'étais au Soudan, j'étais très régulièrement au Caire et en Égypte. C'était formidable, personne portait le voile, il fallait aller dans les quartiers populaires de Najib Parfouz pour aller voir les vieilles dames porter le voile. Vous y allez aujourd'hui, au Caire, vous ne voyez plus une seule femme qui n'a pas la tête couverte. Enfin, c'est absolument effrayant ce qui s'est passé en Égypte. Je ferme la parenthèse. Donc, d'abord, en disant, attendez, il faut qu'on revienne à un islam traditionnel, toutes ces influences occidentales dans notre pays, en Égypte, c'est pas bon. Et deuxièmement, en bien sûr accusant l'Angleterre et l'Occident d'avoir colonisé les esprits. Donc, en fait, c'est né à travers d'un projet politique pour l'Égypte qui se base sur un rejet, je dirais même une haine de l'Occident, la décadence occidentale, qui, du coup, justifie aussi de revenir à un islam très traditionnel. Voilà l'origine des frères musulmans. Comment est-ce qu'ils ont procédé ?
Ils ont procédé en allant d'abord faire des œuvres de charité dans les quartiers et dans les villages pauvres de l'Égypte, en amenant de la nourriture, en aidant les mamans avec leurs nouveau-nés, en construisant des écoles. Et la contrepartie, c'était la mosquée. Et d'aller à la mosquée, intégriste bien évidemment, qui prêchait un retour à ces valeurs très traditionnelles, conservatrices de l'islam rigoriste. Mais est-ce que c'est si mauvais en soi que des musulmans dans leur pays aillent à la mosquée et pratiquent l'islam rigoriste, l'islam traditionnel? Alors, bien évidemment, en tant que femme, je ne peux pas me réjouir de ce qui se passe avec les femmes, la condition féminine dans des pays musulmans qui pratiquent un islam rigoriste. Et je le condamnerai toujours. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que chaque pays définit au sein de son pays comment il veut se gérer. Et ce n'est pas à moi de dire le contraire. D'ailleurs, j'ai eu une très bonne discussion avec une athlète musulmane un jour qui est toujours publiée, qui me disait « Mais Madame Chagnon, pour moi, le hijab, c'était une libération. » Et je dis « Mais je comprends, Madame, et je suis ravie pour vous, là où vous habitez. Mais il faut comprendre que c'est une régression en France, où nous ne l'avons pas. » Et elle me dit « Ah oui, vu comme ça, je ne l'avais pas vu. » Donc oui, je suis pour cette liberté, bien évidemment. Ce qui me pose un problème, c'est que quand cet islam rigoriste rentre dans mon pays, rentre en France et commence à imposer ses normes en France. C'est ça qui n'est pas normal. Et bien sûr, je compatis terriblement avec les femmes afghanes. Je compatis avec toutes les femmes qui n'ont pas le même statut d'égalité avec les hommes dans leur société. Mais oui, c'est à chaque pays de définir son organisation. Vous dites que l'Europe et surtout la France sont dans la ligne de mire du Qatar. Alors, comment l'entreprise islamiste qatari opère-t-elle dans notre pays et dans l'Union européenne? Alors, ce n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que ça opère. Et ils ont plusieurs façons. Donc, en France, il y a les actions concrètes. Donc, c'est l'aide à la construction des mosquées, qui a été très bien décrit dans le livre Qatar Papers. Donc, l'argent qui arrive à travers... D'abord, c'était directement par des personnes. Et ensuite, ils ont créé des ONG pour que ça soit un petit peu moins facile à tracer les provenances des fonds. Ça pénètre également en faisant énormément de soft power. Le soft power, le Paris Saint-Germain est quand même un formidable exemple. J'aime beaucoup regarder le foot, mais maintenant on voit Qatar Airways sur les maillots de chacun qui est fier que le Paris Saint-Germain soit arrivé à des niveaux et à des victoires comme on a récemment assisté. De voir Qatar sur tous les t-shirts de tous les jeunes Français qui aiment jouer au foot, ça s'appelle du soft power. Ça s'appelle de normaliser dans l'esprit de tous les jours un pays comme le Qatar, qui est un pays qui pratique un islam intégriste, qui a un projet politique qui comprend la France. Donc, ça, c'est le soft power. Et en troisième volet, qui est important, c'est bien évidemment ce qui se passe, ce qu'on a vu au Parlement européen. Il y a, de toute vraisemblance, des histoires de corruption. Jusqu'à où est-ce que ça va? La justice va le dire. Mais franchement, quand on voit qu'un député européen est arrêté avec des centaines de milliers d'euros dans une valise... Oui, il s'agissait d'Eva Kaili, qui était la vice-présidente du Parlement européen, socialiste grecque. Socialiste grecque, mais... Vous savez très bien, on ne peut même plus mettre 1 000 euros sur un compte en banque sans justifier la provenance de l'argent. Mais l'argent liquide dans les valises, ce n'est que les petites pourboires pour des petites mains qui sont en train de donner des informations. La vraie corruption, si elle se pratique... Elle est dans du foncier, elle est dans des comptes offshore, elle n'est pas dans quelques valises. On a bien mis en cause également certains assistants au Parlement européen, mais des valises pleines de cash, ça sert à aller acheter, je ne sais pas moi, une montre de luxe dans une boutique, se payer un voyage de luxe quelque part, un sac de grande marque.
Mais ce n'est pas ça l'argent qui devrait préoccuper les autorités qui mènent des investigations. Il faut dérouler cette pelote et voir qui a touché quoi et vraiment faire l'investigation sur le patrimoine de tous les élus. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Patricia Chagnon, sur cette fameuse ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, donc vous le disiez, créée sur le modèle de l'UNESCO en 1979. Vous dites qu'elle consiste à instaurer des sociétés islamiques parallèles en Occident. Alors pourquoi vous dites que l'UE peut bénéficier aux communautés musulmanes ? Je le dis, et ce n'est pas déjà non démontré. D'abord, ils disent que toutes les personnes en Occident ne sont pas d'accord sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord avec l'islam radical. Et qu'il faut se servir, en fait, des divisions entre les pays, entre les politiques, pour naviguer entre les mailles du filet. Ce qu'ils font très bien. Hein. Un jour, on joue avec Sarkozy pour avoir Monsieur Sarkozy pour avoir des mosquées et la possibilité de construire des mosquées. Et le lendemain, on crie avec des partis d'extrême gauche en France sur la discrimination, l'islamophobie ou je ne sais pas quoi. Ce que j'entends dans les médias comme vous. Ensuite, on voit très bien qu'au Parlement européen, le Parlement européen a soutenu des campagnes de publicité pour la journée de la femme. Le hijab, ma liberté. Le hijab, mon choix. Donc, ça ne vient pas d'une femme occidentale, ça ne vient pas d'une Afghane, ça ne vient pas d'une femme qui se bat dans les pays musulmans intégristes pour la liberté des femmes. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont réussi à influencer des technocrates de l'appareil bruxelloise pour aller prôner, pour aller dire que le hijab, ça pourrait être la liberté de la femme. Enfin, c'est une aberration la plus totale. J'aimerais qu'on cite aussi ce passage dans les documents de l'ISESCO qui parle d'éveil islamique et d'une expansion irréversible en dehors du monde islamique. Ouais, jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Dans ce document, que j'invite vraiment tout le monde à lire, cette fameuse charte de Doha, les auteurs sont d'accord que désormais, ce qu'on pensait être une immigration temporaire en Occident pour le travail, hein, cette immigration d'immigrés pour les usines en France, est désormais une immigration qui va rester. Et donc les deuxième, troisième, même quatrième générations sont maintenant à la dérive et se recherchent. Et que on va les aider à retrouver leur chemin, bien sûr, qui a dévié un peu trop de l'islam intégriste, on va leur aider à retrouver ça. Donc, et ils disent aussi très clairement, et l'immigration massive va nous aider parce qu'on va continuer à renflouer ces populations avec des populations musulmanes qui vont venir avec le vrai islam sur les territoires de la France compléter ces populations déjà installées ou les jeunes de deuxième, troisième, quatrième génération. On le voit bien d'ailleurs, hein, le nombre de mariages entre les jeunes intégristes vont souvent retournent dans leur pays pour chercher des épouses qu'ils ramènent ici et établissent des véritables communautés qui vivent séparées de la communauté nationale française. Ce sera ma dernière question, Patricia Chagnon. Restons sur l'ISESCO qui propose dans ses textes une civilisation, dit-elle, de substitution à la civilisation occidentale jugée décadente. Mais est-ce que les dérives que l'on peut constater aujourd'hui en Occident avec son matérialisme, les déstabilisations au Moyen-Orient auquel on peut assister aujourd'hui, le wokisme, l'euthanasie, est-ce que tout cela ne pousse pas justement les musulmans à se communautariser ?
Je pense qu'effectivement, les dérives de la société contemporaine, comme vous dites, le wokisme pour un esprit musulman est complètement absurde, encore plus absurde que pour moi, parce que vraiment, je ne suis pas du tout dans cette optique-là non plus. Effectivement, des conflits qui ne sont pas les conflits français, mais qui se déroulent à l'autre bout du monde, la guerre, les attentats atroces commis par le Hamas en Israël, la guerre entre Israël et l'Iran aujourd'hui, bien sûr, servent ceux qui veulent communautariser les musulmans de France, de dire, vous voyez, vous n'appartenez pas à cette communauté française, vous appartenez à cette Oumma, cette communauté mondiale de musulmans. Donc, ils se servent de ces sujets-là pour créer les clivages au sein de la société occidentale, pour que les gens se sentent d'abord musulmans avant de se sentir français. Et c'est ça qui est particulièrement grave, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui sont tunisiens, marocains, égyptiens. Il n'y a aucun problème. Mais la façon délibérée qu'on se sert de ce sujet-là pour cliver la société française est particulièrement grave. Et c'est pour ça que, quand je lisais le rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France. Sur l'entrisme des frères musulmans en France, on se dit, mais voilà, on ne peut pas dire qu'on va se battre contre les frères musulmans, parce qu'ensuite il y a Daesh, ensuite il y a d'autres groupes terroristes, ensuite il y a le Hezbollah, ensuite il y a le Hamas. Écoutez, voilà, tout ça c'est tellement fluctuant, tout ça c'est tellement complexe, que je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et offensif dans notre façon de réagir, et de dire qu'en France, on se bat contre toutes les manifestations de cet intégrisme islamiste qui essaye de diviser la population nationale, qui essaye de diviser les Français entre eux, et qui essaye effectivement de s'implanter, de surplanter peut-être les Français dans leur propre pays. Qatargate, le résultat de plus de 20 ans d'ingérence, de complaisance idéologique et financière, c'est l'ouvrage de Patricia Chagnon à retrouver sur le lien en description en bas de cet écran. Merci à vous, madame. Merci à vous de m'avoir reçu.